Bonjour et bienvenue, vous écoutez The Language Ear Comprehensible Input for Learners. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un monument incontournable, je crois qu'on peut le dire. Ah oui, la tour Eiffel. Difficile de faire plus emblématique. C'est vrai qu'elle est là, tout le temps, dans le ciel de Paris. On finit presque par l'oublier parfois, tellement elle fait partie du décor. C'est ça. Mais au-delà de l'image touristique, elle a vraiment façonné le paysage, l'identité visuelle de la ville. C'est un point de repère, bien sûr, mais chargé d'histoire. D'histoire, d'ambition aussi peut-être. Revenons un peu aux origines. Sa naissance, c'est lié à un événement particulier, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'exposition universelle de 1889. Un moment clé. Pour célébrer le centenaire de la Révolution française, c'est ça? Exactement. Mais il y avait aussi une autre dimension très politique, en fait. C'est-à-dire? La Troisième République voulait montrer sa force, sa puissance industrielle, sa modernité. La tour, c'était une sorte de coup d'éclat technique et architectural. Une vitrine. Une vitrine de 300 mètres de haut. Il fallait oser quand même. Et c'est là qu'intervient Gustave Eiffel. Oui, Gustave Eiffel et ses ingénieurs, Maurice Koechlin, Émile Nouguier et l'architecte Stephen Sauvestre aussi. C'était une équipe. Et le choix du matériau, le fer pudelé, et cette structure en treillis, c'était commun à l'époque? Pas à cette échelle. Le fer pudelé, c'était un matériau résistant, mais l'idée de cette immense structure ajourée, en treillis, c'était vraiment novateur. Et il y avait une raison technique derrière ça, je crois. Absolument. La résistance au vent. Une tour aussi haute, pleine, elle n'aurait pas tenu. Le treillis permettait au vent de passer à travers. C'était une conception très ingénieuse. Les arches, à la base, par contre, c'était plus pour l'esthétique, ajouté par Sauvestre. Oui, voilà. Pour ancrer un peu la structure visuellement, lui donner une base plus monumentale, disons. Et la construction elle-même. On lit des chiffres impressionnants. 2 ans, 2 mois, 5 jours. C'est ça. Un temps record, Comment c'est possible? avec les moyens de l'époque. La clé, c'était la préfabrication. Toutes les pièces, les 18 000 pièces, étaient fabriquées en usine avec une précision millimétrique pour l'époque. Et ensuite assemblées sur place. Exactement. Avec des millions de rivets. C'était un chantier immense, mais très organisé. Il y avait des défis, bien sûr. Les fondations près de la Seine, c'était complexe. Sécurité assez novatrice pour l'époque, ce qui a limité les accidents, heureusement. Un chantier maîtrisé, finalement. Pourtant, malgré cette prouesse, elle n'a pas fait l'unanimité. Loin de là, même. Ah non, pas du tout. Il y a eu une opposition très forte, surtout du milieu artistique et littéraire. La fameuse protestation des artistes. Qu'est-ce qu'on lui reprochait au juste? Oh là là! Monstruosité inutile, cheminée d'usine. On l'a trouvée laide, démesurée. Elle jurait, selon eux, avec le Paris classique, le Paris haussmannien. Un choc esthétique, vraiment. Oui, un vrai conflit entre la tradition, la pierre, et cette nouvelle modernité industrielle, le métal. Et pourtant, le public, lui, a adhéré tout de suite, semble-t-il. Oui, dès l'ouverture pour l'exposition, ça a été un succès populaire immense. Les gens faisaient la queue pour monter. Ce qui est fascinant aussi, c'est de se dire qu'elle n'était pas censée rester. Non, en effet, c'était prévu comme une structure temporaire. La concession accordée à Eiffel était de 20 ans. Elle devait être démontée en 1909. La menace était réelle, alors? Très réelle. Et c'est là que Gustave Eiffel a été très malin, très stratège. Comment ça? Il s'est battu pour prouver l'utilité de sa tour. Il l'a transformée en laboratoire Ah oui, pourquoi faire? pour des expériences scientifiques, météorologie, aérodynamique. Il a installé des instruments, encouragé les recherches. Il voulait montrer qu'elle servait à quelque chose. Mais ce qui l'a vraiment sauvé, c'est autre chose, non? Une technologie naissante? Exactement. La TSF, la télégraphie sans fil, l'ancêtre de la radio. La tour s'est révélée être une antenne exceptionnelle. Et ça a tout changé. Ça a tout changé, surtout avec l'armée qui a compris son intérêt stratégique. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a joué un rôle crucial pour intercepter les communications allemandes. On dit même qu'elle a contribué à la victoire de la Marne. Donc son utilité militaire et scientifique l'a rendue indispensable. Voilà. L'utilité l'a sauvée du démontage. C'est assez ironique quand on y pense. Et après ça, comment elle passe d'objet utile, un peu froid peut-être, à ce symbole qu'elle est devenue? C'est une transformation lente, progressive. Après la guerre, l'argument de l'utilité est moins nécessaire. Et puis, le regard change. Les artistes commencent à la voir différemment. Oui, formons les amants de Gavga. Apollinaire, Delaunay. Ils voient en elle un symbole de modernité, de dynamisme. Ils se l'approprient dans leurs œuvres.
Et petit à petit, elle s'intègre. Elle s'intègre, oui. Elle devient familière. D'abord acceptée, puis aimée, je crois. Elle devient vraiment le symbole de Paris, puis de la France. Et aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Un emblème universel. Absolument. Elle représente Paris, la France, mais aussi des idées plus larges. L'innovation, la hauteur, et même le romantisme pour beaucoup. C'est une trajectoire incroyable quand on y pense. De la controverse technique et esthétique à l'icône mondiale. Tout à fait. Et ça montre bien comment un symbole peut naître, évoluer, se charger de significations multiples au fil du temps. Une signification qui dépasse largement l'intention initiale finalement. Exactement. Ce qui pose une question intéressante peut-être. Est-ce que les symboles les plus forts sont ceux qu'on planifie ou ceux qui, comme la Tour Eiffel, émergent presque, par la force des choses, des usages, des regards? Une belle question pour réfléchir. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui sur la Tour Eiffel. Un sujet fascinant. Merci de votre écoute. À très bientôt sur The Language Year. À bientôt.